pour une dignité respectée. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre programme pour une dignité respectée. Nous vous rappelons bien que ce programme est mis en place pour encourager, soutenir, pour apporter une parole d'espérance aux femmes qui aujourd'hui subissent des violences de la part de partenaires intimes. Merci pour votre fidélité à ce programme pour une dignité respectée. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir dans notre studio Hilaire Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Josias, je peux t'appeler Josias? Mais je t'ai déjà appelé Claudine. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu spontanément à cette invitation et d'avoir adhéré à ce programme pour une dignité respectée. Est-ce que tu pourrais juste te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et bien sûr nous entrons en profondeur bien sûr dans le cadre de ton témoignage. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, j'apprécie. On a combien de temps pour ma présentation? 1 heure? Non. Alors, je me présente rapidement. Mon nom est Claudine Hilaire. Je viens de Montréal. Je suis née à Montréal, d'origine haïtienne. Mes 2 parents sont haïtiens. Je suis mère de 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille, Alexandre et Soraya, qui sont ma fierté. Ils ont 22 ans aujourd'hui. Ils sont toujours avec moi. Je les élève seuls depuis qu'ils ont 2 ans, suite à justement un mariage toxique. Je suis gestionnaire au gouvernement fédéral, animatrice à la radio. Je suis en train de terminer mon album Zouk Compas. Mon livre également. En fait, je vis mes rêves en ce moment, à 53 ans. Et voilà, un peu de qui je suis, une sœur, une cousine, une fille, oui, voilà. Très bien, très bien. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de mieux faire connaissance avec toi et surtout d'être à l'écoute de ton témoignage, puisque nous avons le privilège de t'avoir comme étant un témoin oculaire d'une transformation radicale, passant d'un cauchemar à un rêve que tu nous expliqueras tout à l'heure. Nous avons pour coutume dans notre programme pour une dignité respectée, justement, de demander dès le départ, à notre invité, quel est ton ressenti par rapport à ce thème pour une dignité respectée? Qu'est-ce que cela évoque chez toi? Mais écoute, quand j'ai entendu ce thème, c'est la première fois, j'ai envie de dire, où je vois le mot dignité lié à la violence conjugale dans une phrase. Ça m'a rappelé à quel point la dignité, c'est vraiment ce qu'on cherche tout au long de ce mauvais chemin, si je peux dire ça ainsi. On la perd quand on vit la violence, on a honte de ce qui se passe, donc on perd la dignité et personne n'est au courant parce que de l'extérieur, ça ne paraît pas, mais on la perd. Ensuite, on essaie de la retrouver. Puis la retrouver, c'est même pas aux yeux du monde, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir parce qu'on a honte. Ça devrait être notre bourreau qui a honte, mais c'est nous qui avons honte. On se demande comment on a pu en arriver là et tout. Et après, quand on arrive à sortir de ce milieu toxique, on travaille fort pour la retrouver, cette dignité. Et c'est pas devant le regard des gens, c'est pour notre regard. Et ça prend des années. Ouais. Donc, c'est toute une reconstruction qui est donc nécessaire. Ah oui, plus que les gens peuvent l'imaginer. Les gens souvent pensent que quand tu te sors de la maison, quand tu te sors de la relation, on crie victoire. Oh my God, que non, non. Très bien, très bien, très bien. Donc j'entends par tes propos que cette dignité n'est pas forcément acquise, elle n'est pas innée finalement. Pas du tout, absolument pas. Très bien, très bien. Mais puisque nous sommes déjà dans un cœur à cœur, Claudine, quel serait ton message justement pour ces femmes qui aujourd'hui se retrouvent dans le cauchemar de la violence? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel est ton cœur à cœur pour elles? Premièrement, je les féliciterais d'écouter ce message, cet entretien qu'on aura, parce que très souvent, quand on a honte, on veut pas en entendre parler. On a l'impression qu'en en parlant pas ou en parlant moins, on efface le problème, mais on l'efface pas. Donc, je vous salue, mesdames, où que vous soyez, d'écouter, de prendre le temps d'écouter notre entretien. Et sachez que je suis vous, vous êtes moi. Je n'ai rien de plus que vous. Alors, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous en êtes capable également. Le nom change, la religion peut changer, la nationalité peut changer, l'âge des enfants peut changer, peut-être qu'il n'y a pas d'enfants. Tout ça change l'enrobage, mais ça ne change pas la douleur et le vécu. Et je veux qu'elles sachent qu'elles peuvent s'en sortir. Tout commence par une décision entre les 2 oreilles. C'est vraiment là que tout commence. Pour une dignité respectée. Mais juste avant d'entrer justement dans ce vif du sujet, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que Dieu merci, on n'est pas dans la violence. On se retrouve un jour confronté à cette violence. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vie avant ce cauchemar de la violence. Oui. Quelle a été cette vie avant, la vie de Claudine, justement avant de basculer dans ces violences de partenaires intimes? Quel était ton rêve?
de départ? C'est une très bonne question, puis je trouve ça important de mettre la table comme ça. Merci beaucoup, Josias. Moi, j'étais quelqu'un, je croyais en l'amour. Ça a l'air puéril, là, mais moi, je lisais des romans harlequins à outrance, au moins 10 par semaine. J'exagère pas. Oh, oui. Donc, j'avais toute cette idée de la princesse, le prince sur son cheval blanc, et tout ça. Puis, mon succès à moi, c'était toujours de fonder ma petite famille. Et j'écrivais des poèmes, et j'écrivais toujours ma petite famille, mon petit mari. Et c'est important de le mentionner parce que je chantais, je faisais des films également, j'ai eu de belles propositions. Puis là, on parle de autour de la vingtaine. Mais à chaque fois qu'on me proposait des contrats, et j'ai des amis qui pourraient corroborer ça, qui me trouvaient comme Claudine. Mais je disais toujours non, 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 je peux pas accepter des gros contrats parce que je sais que le jour où je vais trouver l'homme qui sera mon mari, je vais tout laisser tomber. C'est juste Oh, pour vous expliquer à quel point j'avais ça, c'était profond en moi. Mon succès à moi, c'était la réussite de trouver cet homme avec qui on allait bâtir, prendre des décisions ensemble, voyager, avoir peut-être des business, mais trouver cette personne avec qui on allait avoir nos enfants et grandir. Et ça allait loin, ce rêve-là. Tu sais, la maison que tu trouves, la maison familiale, les enfants reviennent. Donc, j'avais vraiment, c'était ça mon rêve, c'était ça le succès de ma vie, toute jeune. Et j'ai même gagné un concours à 9 ans. J'ai écrit un poème sur ma famille à venir. J'avais 9 ans. Donc, c'est juste pour dire, oh. ouais, c'était ça ma réussite de vie. Ouais. Un vrai projet de vie, hein? Un vrai Oui, projet de vie. oui. Même Depuis si j'ai l'enfant. d'autres talents, et c'est important de le mentionner parce que des fois, les gens peuvent ne pas avoir d'autres projets. J'étais jeune, mais j'avais des talents, j'avais des dons, mais j'en avais rien à cirer. C'était non, je fais ça en attendant. À refaire, je ferais les choses différemment parce que, Bien sûr, bien sûr. mais même pas à cause de la violence, mais j'avais une pensée limitante. Pourquoi j'aurais pas pu trouver un homme avec mes succès tu comprends? Mais moi, je me disais, non, 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 faut que je reste un plus tranquille, qui va me prendre avec trop de succès, il fallait que je reste. Donc, c'est drôle comment je pensais quand même. Ouais. Alors j'imagine quand ce rêve de jeune fille s'est concrétisé, c'était le plus beau jour de ta vie et finalement tu es entré à plein poumon dans cette Non, nouvelle oui, vie. j'étais heureuse. J'avais rencontré un homme qui correspondait à ce que je voulais, un homme qui était ouvert sur le monde, qui avait des amis dans de toute diversité parce que c'était moi, j'aimais ça. Un homme travaillant, charmant bien sûr. Puis il avait les mêmes désirs que moi et on avait plaisir à garder son petit cousin, je me rappelle, alors qu'on était jeunes, là, on avait 27 ans, mais notre plaisir Hmm, c'était de prendre ce petit-là qui avait 1 an avec nous les week-ends. Donc c'est juste pour dire comment je voyais que, waouh, j'ai vraiment trouvé l'homme de ma vie. bien. On a envie de se poser la question et je pense que ceux qui suivent ce podcast se posent la question, mais comment ce rêve s'est-il transformé en cauchemar? Une question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce qu'il avait été violent avant le mariage? Et je veux juste que les femmes qui écoutent sachent qu'il n'y a aucun jugement dans mes propos. C'est de l'amour seulement. Mais c'est parce que je veux qu'elles comprennent qu'elles sont pas stupides, elles sont pas connes. C'est un cheminement quand on est en amour, quand on décide qu'on pardonne, il n'y a pas à avoir honte. Alors je raconte mon histoire telle qu'elle est, je n'en ajoute pas, je n'en enlève pas. Une question qu'on m'a posée souvent, c'est est-ce qu'il était violent avant le mariage? Oui, c'est arrivé. J'ai pardonné. La première fois que c'est arrivé, honnêtement, j'étais juste abasourdie, je m'en souviendrai toujours. Puis on ne rentrera pas dans le sensationnalisme, mais je me souviens d'être restée debout pendant 2 heures, la tête sur le mur. J'étais vraiment, comme on dit en anglais, dans un twilight zone. Je comprenais pas ce qui venait de se passer. C'est un coup de poing que j'avais reçu sur le nez pour une argumentation, pour me faire taire en fait. Et j'ai pas vécu la violence chez moi. Avec mes parents. Mes parents n'étaient pas violents. Mon père était loin d'être violent. C'était la douceur, même avec nous, même si ça peut être accepté jusqu'à un certain point dans notre communauté, jamais. Donc moi, un homme que je commençais à aimer, on avait une belle comme. Puis j'arrive pas à me rappeler, Josia. Je sais pas si mon cerveau a fait un blocage. Je sais pas comment il est revenu dans ma vie après ça, pour vrai. Puis ensuite, par contre, c'était quelqu'un avec qui on avait une relation très symbiotique. Il était pas contrôlant du tout, mais avec du recul, peut-être qu'il l'était, puis je m'en rendais pas compte parce que, et je le dis pour que les femmes, peut-être des jeunes filles nous écoutent, qui vont voir que red flag, lumière rouge, lumière rouge. C'était quelqu'un qui me faisait beaucoup de cadeaux, bijoux, vêtements, il cuisinait pour moi et tout ça. Les cadeaux, je pensais que c'était de l'amour, mais il contrôlait quand je portais ce qu'il m'avait acheté. Oh, pourquoi tu mets ça? Non, tu devrais pas mettre ça.
Ça, c'est du contrôle. La violence commence aussi ou se poursuit avec du contrôle. Le verbal aussi, de me rabaisser quand ça lui tentait, avec du verbal. Ensuite, il y avait les belles excuses toujours, puis c'est toujours très extraordinaire. Moi, je l'appelais My Prince. Soit My Prince ou c'était un démon. Il n'y avait pas de milieu. Ce sont des hommes extrêmement intelligents, très charmants. Souvent, quand on parle de féminicide, puis on voit des reportages, on entend les voisins qui disent « Oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé, c'était un homme tellement gentil. » C'est vrai. C'est un profil. Bon, il y a plusieurs profils, je les connais pas Oui, bien tous, c'est sûr. sûr, mais c'est vraisemblable et c'est très commun. Et donc, le cauchemar, honnêtement, il est très insidieux. Parce que dans mon cas, c'était pas tous les jours, puis je le dis pas pour minimiser les choses, mais pour que Mhm. les gens les femmes puissent se retrouver et dire, prendre la poudre d'escampette. Pour une dignité respectée. Je vais le dire comme je le pense, parce que ça ne change pas. La violence s'espace, mais elle ne change pas. Ça a été le contrôle quand j'ai eu les enfants. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu devrais pas? C'est les coups de poing derrière la tête. Prendre ma bouche et la tordre parce que Oh, j'avais mis une viande dans le micro-ondes, puis j'aurais pas dû la mettre au micro-ondes, j'aurais dû la mettre dans l'eau. Premièrement, il y avait pas de raison aucune raison justifiait la violence, mais lui il trouvait toujours une raison d'exploser. Et donc, je le mentionne parce que les femmes, souvent, on a tendance, quand on veut préserver sa relation, et je dis pas mariage, parce que des fois, les gens sont pas mariés, on se fait le plus petite possible. Puis là, je sais pas, on va faire la nourriture qu'il aime, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec nous, sa violence. Rien du tout. Alors toi, tu t'effaces pour acheter la paix, tu penses que finalement, tu vas y arriver, tu sais, comme une ligne d'arrivée que tu touches. Mais mhm. non, parce que tu fais juste, si tu pouvais creuser un trou et sauter dans la terre, ce serait même pas encore suffisant. Il va trouver une façon parce que ça vient de lui, la violence. Alors le cauchemar est insidieux, Josias. Même quand je suis tombée enceinte, il m'a poussée enceinte et moi j'avais des jumeaux, une grossesse gémellaire donc risquée. Ça, c'était une des premières fois où j'ai fait un bon 3 à 4 mois à ne pas lui parler et j'étais très agressive. Moi, j'ai jamais été agressive avec lui, mais dans mon cœur, j'étais agressive parce que je m'étais toujours dit si mes enfants avaient quelque chose, je lui pardonnerai jamais. Touche du bois, mes enfants sont en parfaite santé, mais c'est insidieux ce cauchemar. Oui. Alors, si je t'entends bien, Claudine, tu es en train d'interpeller de manière très spécifique les femmes, leur disant ne vous culpabilisez pas, Exactement. n'inversez pas les rôles. Exactement. On est coupable, on se sent coupable. On a honte surtout. On a honte parce qu'on se demande pourquoi Mais ça c'est nous dû à arrive, quoi? on Mais accepte c'est ça. dû à quoi cette honte? Parce qu'en général, les femmes, ça c'est une autre chose, merci de poser la question. Les gens ont une idée de à quoi ressemble une femme violentée. Moi, souvent, on m'a dit, toi, c'est pas possible. Non, mais à quoi vous pensez ça? Vous pensez que ça, c'est une femme illettrée? Il y a beaucoup de femmes au pouvoir qui, à la maison, vivent la violence. Au pouvoir dans leur emploi, là, je veux dire, etc. Donc, quand tu sais qui tu es en tant que femme, puis c'est l'amour qui te guide, ou peu importe pourquoi tu restes, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu devrais pas accepter ça. Il faut comprendre ça. On le sait que c'est inacceptable. Mais on pardonne. Puis des fois, il y a des cas précaires financiers où les femmes, mais ça, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une raison. Je l'ai mentionné tout à l'heure, tout commence par une décision. Puis là, je parle pas des pays du tiers-monde où la femme, elle a vraiment aucune ressource. Je m'en excuse. Il y a des endroits où c'est vraiment plus difficile, d'accord? Mais les endroits où, en Occident, il y a même des maisons, des fois, tu peux avoir une amie qui peut t'héberger, etc. Peu importe, tu trouveras le comment après. Mais tu ne dois pas rester. Il n'y a aucune raison que tu acceptes ça. Ça ne changera pas. Cet homme-là, s'il change, il ne changera pas avec toi. Puis je dis s'il change parce que je sais pas, j'ai pas suivi des hommes, mais je suis une fille d'espoir. J'ose espérer qu'il y a des humains qui changent pour le mieux. Mais une chose que je sais, c'est que le cercle vicieux, une fois qu'il est installé avec une personne, exemple Nathalie Luc, ben Nathalie Luc, là, il y aura toujours en sourdine cette violence parce qu'elle a déjà été acceptée inconsciemment par Nathalie. Donc, ça peut s'espacer, mais ça va revenir parce qu'à chaque fois que tu pardonnes, l'autre se sent plus fort et il se dit, elle va rester. Moi, on me disait toujours, qui va te prendre avec les 2 enfants, voyons donc. Mais ça me jouait pas mentalement pour vrai. Lui, il pensait que ça me dérangeait. Mais moi, je lui disais toujours, mais je veux pas être avec quelqu'un d'autre. Je veux plus être avec toi. Ça générait une violence de sa part. Mais lui, c'était une façon de me contrôler. Mais c'était pas des mots qui me contrôlaient. Mais souvent, quand on est vulnérable,
ça nous met encore plus vulnérables les mots et cette personne-là sait qu'elle a un pouvoir sur toi avec ses mots. Et là, tu te dis, ça commence à jouer dans ta tête, ah ouais, c'est vrai, ah oui, peut-être, oh non, je suis mieux de rester, etc. Puis ça spiral, comme on dit en anglais, et tu restes. Et ce sont les années qui passent jusqu'à temps que souvent, malheureusement, soit quelque chose de grave arrive, d'irréversible, où les enfants grandissent, partent. Et là, tu vois ta vie en arrière, puis tu te dis, et les enfants, ça les blesse parce que même si ça se passe pas devant eux, ils savent. Mesdames, ils savent, je vous le dis. On reste pour les enfants ou on part pour les enfants. Parce que c'est une raison que j'entends très souvent, je reste pour mes enfants. Encore une fois, je juge pas. Moi, je suis partie beaucoup pour mes enfants. Parce que je Mais vais vous dire, oui. juste avant qu'on évoque effectivement ce départ, en synthèse, Claudine, dans cette première partie de ton témoignage, ce que nous entendons, c'est que tu as tout mis en œuvre pour sauver ton mariage. Pour rester par conviction par rapport à ce rêve de jeune fille du prince charmant. Mais comment puis-je vivre quelques heures de cauchemar? J'attends et je soupire à voir ce prince charmant venir avec un bouquet et la vie reprend. Donc tout a été mis en œuvre pour sauver ton mariage jusqu'au jour où, qu'est-ce qui s'est passé entre tes deux oreilles? Pour une dignité respectée. En fait, ce qui s'est passé entre mes deux oreilles et physiquement aussi, j'avais une soirée avec ma sœur qui était planifiée depuis très longtemps. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais juste avant que je sorte, il me lançait des choses dans la porte, son walkie-talkie, des souliers, pourquoi tu te fais belle. Et c'était, je veux dire, c'était dans le respect. Cette sortie-là, c'était d'aller au restaurant pour celles qui disent, oui, mais on sort pas. Peut-être, tu sais, dépendamment des gens. C'était au restaurant, c'était rien de grave. Ça fait des mois que c'était planifié. Et pourquoi, quand je suis dans le portique, tu me fais pleurer comme ça. Donc, j'arrive chez ma sœur, je pleure. Il faut savoir que c'était pas planifié. Ça faisait, depuis que les enfants étaient nés, je savais que j'allais le laisser. C'était clair dans ma tête, mais je ne savais pas quand. Et puis, quand je suis arrivée chez ma sœur, je pleurais, puis ma sœur, elle m'a dit, écoute, pleure pas. On va aller comme on avait dit, et puis tu ne rentreras pas tard pour pas qu'il s'échauffe. Voyez-vous comment je fonctionnais quand même? Et quand on arrive devant cet endroit, je l'appelle parce que juste avant que je parte, il m'a dit, puis là, t'as mieux de revenir à telle heure parce que j'ai un client à aller rencontrer. Il faut comprendre qu'il est 23h30 le soir. Okay? C'est un travailleur autonome. Et je l'appelle et ma soeur dit, pourquoi tu l'appelles? Je dis, ben, je veux juste voir s'il s'est calmé. Mais là, il s'est pas calmé. Ben, il crie et tout. Je rentre dans l'endroit, je prends 2 verres de vin et je vous raconte ça comme ça s'est passé. Je ressors à minuit. En fait, je ressors à l'heure où il m'avait dit que je devais être là. Et je l'appelle et je lui ai dit, plus jamais je ne dormirai sous le même toit que toi. Quoi? Oh, Je ne comprends pas. Plus jamais. Parce que je vais vous dire ce qui se passait dans ma tête. Et je le répète, c'est pour que les femmes, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre mon témoignage. J'ai jamais été violente avec lui. Parce qu'il y a des femmes, des fois, qui sont violentes, qui se sentent égales. Elles disent, oui, mais moi, je me sens pas vulnérable parce que c'est pas une bonne solution non plus, mesdames. D'accord? Moi, je savais qu'il était plus fort que moi. Je me disais, ben non, je vais pas perdre mes yeux ou mes oreilles parce que je vais l'enflammer plus. Sauf que Josias, l'avant-dernière fois où il m'avait donné un coup avant cette soirée-là, je m'étais promis qu'en bon québécois, je lui sauterais dessus s'il me touchait encore. Et quand j'ai vu la violence dans sa voix comme il était quand je suis partie, je savais que ça se passerait pas bien quand je rentrais. Parce que je suis quelqu'un, moi, quand je fais une promesse aux gens et à moi, je la tiens. Et j'ai préféré partir que de me battre avec lui. Parce que je savais que j'allais pas gagner. OK? Et donc, c'est ce qui se passait dans mon cerveau quand je lui ai dit plus jamais je ne dormirai sous le même toit que toi. Et c'est ce qui est arrivé. De là étant, la machine est partie. Je suis rentrée au restaurant. J'ai dit à mon amie, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Pas besoin de savoir. On continue notre soirée. Et le lendemain, j'ai été chercher des vêtements. J'ai laissé mes enfants 2 semaines avec lui. C'était un très bon papa. J'allais les voir chaque jour. Mais comme j'avais pas encore de domicile fixe, j'ai laissé mes enfants et j'allais les voir chaque jour jusqu'à temps que j'ai signé un contrat avec un condo. Je suis repartie prendre mes enfants quand j'ai signé le condo. Là, je suis allée chez ma sœur pendant 1 mois, le temps que le condo se termine. Et c'est comme ça que je suis partie. pour une petite précision, donc le condo, c'est l'appartement. Hein. Oui, excusez, oui. D'accord, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce restaurant? Comment il y a eu cette alchimie, ce processus s'est mis en place? Il y a une sorte d'accélération qu'on entend en une soirée? Il faut savoir que mes enfants avaient 2 ans à ce moment-là. Donc, je te situe parce que dès que j'étais enceinte, je savais que j'allais laisser cet homme. Je ne savais pas quand. Ok. On dit souvent que dans tout contexte donné, une femme, elle prend environ 2 ans pour gérer dans sa tête un départ.
en moyenne. Ça, ce sont des statistiques qui se trouvent un peu partout. Donc, j'avais ça dans ma tête en sourdine. Mais ce qui se passait ce soir-là, comme je l'ai mentionné, c'est que je savais que j'allais pas être docile, si on veut, ce soir-là. Et j'ai préféré, parce qu'il faut comprendre que quand je dis que ce qui m'a, c'est pas, je manquais pas de courage, mais ce qui a fait que j'ai décidé de ne plus être patiente dans cette relation, c'est que je me disais, si il me donne un coup, il me pousse dans un mur ou quelque chose, puis je perds l'usage d'un bras, de ma vue ou quoi que ce soit, et ma joie, elle était déjà diminuée de beaucoup, puis je suis une personne très flamboyante de nature. Déjà, je trouvais pas ça juste que mes enfants n'aient pas la maman qu'ils méritaient d'avoir. Ils ont rien fait, ces enfants-là. Puis je me disais, si quelque chose m'arrive, ce serait ma faute, Josias. Si je n'étais pas capable de m'en occuper, de jouer avec eux, de faire, ce serait ma faute. Et c'est ça qui a fait que je suis partie. Parce que je voulais que mes enfants, et encore aujourd'hui ils le savent, ils aient la Claudine Hilaire dans toute sa splendeur. Pas l'ombre de Claudine et encore moins une femme handicapée. Ce serait ma faute d'être restée trop longtemps. Et aussi, ils étaient petits, donc il n'y a jamais eu de chicane en face en leur présence. Mais je veux dire, les enfants, dès qu'ils sont dans ton ventre, ils entendent des choses. Donc, j'ai jamais minimisé ça aussi. Mais vraiment, c'était de pouvoir être entière pour mes enfants. C'est ça qui m'a fait me dire, non, non, tu dois t'en aller. Oui. Claudine est passée du rêve au cauchemar. Comment arrivera-t-elle à fuir ce cauchemar pour courir vers une vie épanouie? La suite de son témoignage dans votre prochain épisode. Pour une dignité respectée.